tous les matins, on critique le ministre de la Défense, de la Justice, la police, vous voyez qu'on le fait à tort. Parce que on ne peut pas envoyer un policier devant chaque motocycliste, devant chaque boutique. C'est d'abord les citoyens qui doivent protéger mieux leurs biens par des comportements. Ainsi, je paraphrase le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Intérieur du Bénin, interrogé par le député Jean-Michel Abimbola face à la recrudescence des braquages, vols, bref, face à l'insécurité au Bénin. Face à une telle réaction donc du ministre de tutelle, nous recevons un acteur social, un expert en gouvernance. Il s'agit de M. Joël Ataï-Guédégbé. M. Joël, bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est avec lui que nous allons débattre de long en large de la question de l'insécurité au Bénin et surtout de cette réaction de notre ministre de la Sécurité du ministre en charge de la Sécurité, et il est l'invité de la semaine. Alors, Monsieur Joël, dites-nous, est-ce qu'à travers ce test ou sinon à travers ces propos du ministre de la Sécurité, on peut noter une démission du gouvernement? Démission serait exagérée, mais il est évident que les propos tenus par le ministre ne pouvaient que révulser, ne pouvaient qu'indisposer, voire indigner profondément. D'autant que l'attente, la demande de sécurité des populations est énorme au regard, à tout le moins, des faits d'insécurité, de braquage, de meurtres divers. Et donc, ce qu'il aurait été indiqué de la part du ministre, au moins, c'était d'apaiser ce sentiment, cette douleur, ou disons simplement de rassurer au mieux et non de donner l'air d'être désinvolte. Quoique dans la première partie de ses propos, il y ait du vrai, il est fondamental que nous prévenions le vol, que nous n'exposions pas n'importe comment nos biens à la portée du premier voleur venu. C'était déjà ça ma deuxième question. Est-ce que les propos du ministre sont dénudés de sens? Non, point. Et il faut également toute une pédagogie. Il faut arriver à former les citoyens, à tout le moins, à les sensibiliser à la nécessité de prendre quelques mesures préventives. Et je veux espérer qu'il ne s'agit pas d'aller s'armer pour chacun de gourdins, des armes les plus anodines ou plus sophistiquées. Donc, ce volet de sensibilisation au comportement sécuritaire, en tout cas à la prévention de ce que nous déplorons, est une évidence et doit se dérouler de la manière la plus intensive qui soit. Elle peut être exclusivement l'œuvre du gouvernement, mais c'est au gouvernement d'entraîner, de susciter en tout cas davantage de civisme. Et le civisme à ce niveau prend tout son sens dans la mesure où le citoyen vient en appoint, vient en complément de ce que les pouvoirs publics ont pu imaginer ou sont simplement en mesure de faire dans la limite de leurs moyens. Et c'est là qu'on touche à la question de la pédagogie. Il est évident qu'on peut mettre un policier derrière chaque Béninois et quand bien même on l'aurait fait, cela ne réglerait pas le problème. Lui, le ministre de l'Intérieur, on voit bien l'escorte qui est la sienne. Et si chaque Béninois demandait à en avoir autant, nous ne serions pas du tout au bout du compte. Oui, mais déjà avant d'en arriver à la pédagogie, puisque vous avez dédié tout un poste à la pédagogie qui est nécessaire désormais pour la gouvernance dans le secteur de la sécurité, avant d'en arriver là, dites-nous déjà, M. Ataï-Guédégbé, en tant qu'acteur social, comment appréciez-vous la politique sécuritaire du Bénin? Est-ce qu'on en a déjà une et si on en a, comment est-ce que vous l'appréciez? Je crois que nous avons un minimum de politique sécuritaire. Ce serait faire injure à nos autorités d'aujourd'hui comme d'hier ou d'avant de n'avoir jamais eu de politique sécuritaire. Mais c'est de l'effectivité de cette politique, c'est de la pertinence, de l'efficacité de cette politique que souvent on discute.
Et sur la place publique, il est délicat, effectivement, de tout exposer. Mais au nom de la nécessité de protéger des informations sensibles sur l'organisation des forces, sur les moyens dont on dispose, il y a un minimum que tout pouvoir public, tout gouvernement, tout ministre en charge de la sécurité doit pouvoir exposer pour convaincre, pour emporter l'adhésion sur la pertinence, pour que le citoyen se sente davantage en confiance. Je crois que la sécurité est un des biens ou est une des dimensions les plus difficiles à satisfaire en termes de besoins humains. Mais c'est un besoin fondamental à ne pas banaliser du tout. Et moins on en parle, mieux c'est, d'autant qu'il est plus indiqué que chacun ressente ce sentiment d'apaisement, de sécurité, tout en faisant les efforts qu'il faut pour ne pas s'exposer à davantage d'insécurité. Donc, vous ne nous exposez pas à la politique sécuritaire du Bénin, mais vous pensez quand même qu'il y a une politique sécuritaire? Oui, il y a fatalement une politique qui s'exprime à travers l'orientation budgétaire qui est adoptée. Et il est vrai que l'orientation de nos budgets est souvent basée sur des moyens alloués, mais est-ce qu'on s'interroge sur les objectifs à atteindre? Est-ce qu'il y a une politique d'efficience? Est-ce qu'il y a une rationalité dans le déploiement des moyens? Est-ce que, en réalité, les stratégies sont l'objet de discussions assez avancées pour que les uns et les autres s'en imprègnent? De ce point de vue, on peut douter effectivement que quelque chose de pertinent se fasse. Mais le minimum est là à travers les commissariats, les brigades, les forces qui sont recrutées, les équipements qui sont achetés. Et tout n'est pas d'avoir les équipements les plus sophistiqués qui soient. Encore faudrait-il pouvoir les utiliser, s'y être entraîné et avoir mieux compris l'essence même de la sécurité et les exigences que cela pose. Vous parliez de stratégie, alors parlons-en. Après Diakbata, l'opération Diakbata, nous sommes à l'heure de l'opération Mamba. Monsieur Joël, dites-nous, qu'en savez-vous? Quasiment rien. Quasiment rien. Quasiment rien, et c'est ce qu'il faut déplorer. Et je crois que pour le commun des observateurs, Mamba comme Diakbata sont des noms de serpents. Diakbata, la vipère, et le Mamba serait le serpent le plus venimeux. Mais il ne sert à rien de s'affubler, même des noms les plus guerriers, les plus redoutables, et si de manière effective, cela ne se démontre pas sur le terrain. Et c'est en ça qu'il y a une vanité de la politique du gouvernement, qu'il y aurait une vanité de la politique gouvernementale en matière de sécurité, si elle n'était pas suivie de résultats, de situations palpables, tangibles pour le citoyen qui a besoin de voir pour croire. Et si on n'a pas pu le convaincre de la pertinence de ce qu'on est en train d'échafauder, les slogans n'y régleront rien du tout. Et pour tout dire, le sentiment que communique le nom de l'opération Mamba, qu'on a certainement probablement pensé à substituer simplement au nom de l'ancienne opération, celui d'un reptile. Mais et où est le changement? Si le changement parce que de toute façon, ce qu'on observe de Diakbata à Mamba, si Mamba est effectif, c'est toujours le même déploiement conjoint de militaires, de policiers, de gendarmes qui patrouillent plus ou moins la nuit. On a parlé de contrôle resserré. Où sont les statistiques? Où sont les résultats de ces contrôles? On est parti d'une situation, si on était parti d'une situation zéro, où est-ce qu'on en est actuellement? Quelles étaient les prévisions? Je crois qu'il faut davantage de communication idoine de la part du gouvernement et des responsables de la sécurité. À la décharge du gouvernement, il vient de reprendre une situation. Et c'est un domaine où la reprise n'est jamais des plus faciles. Et cette reprise se fait également avec peut-être
des mécontentements dans la mesure où une des premières mesures ou une des premières décisions du gouvernement a été de rapporter des décrets qui manifestement avantageaient les forces de sécurité. Je crois savoir que le gouvernement est en train de corriger le tir en s'intéressant déjà aux questions sanitaires, à la protection sanitaire des forces de sécurité, à leurs évacuations. Il faudrait davantage. Je sais que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a et qu'il n'y aura pas de miracle de toute façon. Mais l'environnement dans lequel nous sommes, tel que nous sommes positionnés, pays de grand transit entre le grand voisin du Nigeria, les pays de l'Interland maintenant qui sont gagnés par le terrorisme et l'intérêt de la porte maritime, et toute cette situation doit nous amener à repenser notre approche de la sécurité. Elle doit être encore plus globale que par le passé. Et donc des déclarations à l'emporte-pièce, des noms d'opérations en forme de slogan n'y régleraient rien du tout. Et vous parliez tout à l'heure de statistiques. C'est vrai que nous n'en avons pas, nous n'en détenons pas, mais on peut quand même observer la recrudescence des braquages, des vols à main armée et tout ça depuis un certain temps. On arrive à se demander si le gouvernement... on arrive à se demander si le gouvernement Yahi a emporté la clé de la sécurité des Béninois. Non, chaque gouvernement a eu son lot d'insécurité. Chaque gouvernement a eu des pics, des reflux. Et donc, juger de ça ne peut se faire que sur la longue durée. Et même sur les 25-30 dernières années, nous observerons des hauts comme des bas à propos de la politique. Donc, le gouvernement Yahi a connu, a mangé son pain noir. Il peut donner l'impression d'avoir maîtrisé la question sécuritaire. Cela n'est pas du tout vrai. Mais dès que les actes d'insécurité se produisent, ils ont la particularité d'être spectaculaires, de générer beaucoup d'émotions. Et donc, sous le coup de l'émotion, nous ne pouvons pas non plus raisonner comme il se doit. Et à l'inverse, ça ne dédouane pas le gouvernement, les responsables ordinaires de la sécurité, de nous rassurer par tous les moyens et de corriger le tir en ce qui concerne leur stratégie, en ce qui concerne le choix des hommes chargés de conduire la politique sécuritaire, de conduire au plan opérationnel et les décisions prises. Et c'est de ce point de vue qu'il n'y a pas apparemment une effectivité de la politique gouvernementale. Il est vrai qu'un collectif budgétaire a été introduit à l'Assemblée qui doit pouvoir refléter les choix du gouvernement. Mais au-delà des moyens financiers, quelle est l'approche? Quel est le conditionnement? Quel est le conditionnement des hommes qu'on est venu trouver en place? De quel déploiement va-t-il s'agir? Comment va-t-on combiner les forces disponibles? Suffit-il d'ajouter simplement, de sortir les militaires des casernes et de les ajouter aux policiers et gendarmes pour régler le problème? Ainsi de suite. Il y a à douter que ce soit simplement une approche aussi simpliste que la question se pose. Nous avons vu des foyers d'intense insécurité. C'est souvent les zones urbaines, mais nous avons également commencé à noter qu'il y a non seulement des coupeurs de route qui sévissent de manière plus violente que jamais, mais qu'au plus fond, au fin fond du Bénin, vers les zones frontalières, il faut le noter, il y a encore des actes d'insécurité profonde. Donc c'est tout le dispositif qu'il faut revoir. D'aucuns ont pensé que au-delà des primes qui ont été, des avantages qui ont été suspendus, je ne crois pas qu'ils aient été complètement supprimés, le temps de les revisiter. Oui. D'aucuns pensent que d'avoir démantelé certains barrages serait la source de cela. Mais il faudrait se poser la question de savoir si ces barrages-là avaient effectivement comme résultat d'intervenir promptement face à des situations d'insécurité. Si ces barrages-là ont eu à démontrer des résultats plus tangibles qu'aujourd'hui, non. Et chacun observe à quoi
servent plutôt ces barrages-là. Ils sont beaucoup plus des postes de rançonnement des transporteurs, des passagers qui n'ont pas de pièces d'identité et j'en passe. Est-ce que la présence des gendarmes ou la présence militaire ne sécurisait quand même pas, même s'ils étaient là pour rançonner, rien que leur présence sécurisait un peu les zones, parce que les braqueurs, voyant peut-être leur présence, craignaient et n'opéraient peut-être pas. Les braqueurs ne les ont jamais craints. Ils sont même souvent passés devant eux sans qu'ils aient pu intervenir. Chacun se souvient de certains épisodes où les policiers sont mis à... enfouis devant n'est-ce pas, ou bien se sont aplatis. C'est vrai que c'est le premier réflexe par rapport à des tirs, mais on a appris en ces situations que même ces policiers étaient à peine armés. Et donc, entre cela et ce qu'on avait connu au début de Diakwata ou un peu avant Diakwata, avec des mitraillettes lourdes sur les carrefours, braquées sur les passagers, et on est passé d'un excès à un autre. Et c'est là qu'il faut beaucoup de discernement, beaucoup de finesse dans ce qu'on fait. De masser des gens à un carrefour n'empêchera jamais des braqueurs d'opérer, de passer par d'autres rues. Non, ce n'est pas ça. Les policiers au carrefour doivent être là pour la circulation, mais la sécurité doit pouvoir s'organiser autrement. Est-ce que c'est vraiment dans le cahier de charge de ceux-là qu'on dispose au carrefour? Quelle est leur formation et quelle est la mission qu'on leur assigne? Quelle est leur formation? Quel est leur degré d'entraînement? Et quel est leur degré de discernement, d'observation de ce qui les environne? Quels sont les moyens dont ils disposent pour communiquer le cas échéant, en cas de se mettre en liaison avec d'autres forces? Parce que seuls là, de toute façon, ils ne peuvent rien. Donc c'est de la combinaison du renseignement et de la mobilité, et avec en toile de fond un entraînement adéquat, qu'on peut commencer à avoir un peu plus d'effectivité dans l'intervention des forces de sécurité. Oui, Monsieur Joël, on a remarqué tout au long de votre intervention que vous avez une série de questionnements. Vous vous interrogez sur un certain nombre de choses. Est-ce que l'insécurité, sinon le sentiment d'insécurité qu'éprouvent les Béninois aujourd'hui n'est pas d'un fait psychologique? Quand on en vient par exemple à réclamer, rappelons que l'opération Diakwata était l'œuvre du ministre Benoît Degla et de Philippe Oudéon. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des gens scandent. On réclame Philippe Oudéon parce qu'on pense qu'il est peut-être acteur de notre sécurité d'entretemps. Alors est-ce qu'il n'y a pas un facteur psychologique dans l'affaire? Vous faites bien de le souligner cela. Il y a forcément la question de la perception qui est aussi importante que celle de la tangibilité. Et donc la responsabilité d'un gouvernement ou des responsables, en cas ou de ceux qui conduisent la politique sécuritaire, est au moins d'assurer ce sentiment-là, de pouvoir le communiquer. On ne le communique que quand on est crédible dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et donc, chacun doit faire son examen de conscience. Pour, petite parenthèse sur M. Oudéon, parce que je ne voudrais pas personnaliser le débat. Je crois que jusqu'à la semaine dernière, ou au début de cette semaine, il assumait les fonctions de numéro 2 du ministère de l'Intérieur de la Sécurité. Oui. Donc, vous voyez bien s'il avait la potion magique, il aurait... Quand même. Donc, la question n'est pas forcément liée aux personnes. Elle peut être liée au commandement et au ressentiment des gens. On peut rechigner à obéir, à s'exécuter par rapport à des chefs illégitimes ou à des ordres qui manifestement ne mènent pas trop loin. Donc il faut une introspection sérieuse. On n'a pas le temps pour des états généraux, même si à terme il faudrait faire les états généraux de la sécurité dans notre pays. Mais cette introspection est fondamentale parce que ces dernières années, il y a eu un démantèlement terrible de l'organisation de la discipline au sein des forces de sécurité, voire de défense de notre pays, à travers des promotions douteuses, à travers des recrutements fantaisistes, à travers un entraînement, une formation inexistant. Donc, toutes sortes de choses qui ont contribué à affaiblir la capacité d'intervention de nos forces de sécurité. On peut se demander souvent, parce que c'est ceux qu'on observe, à quoi ils servent, ces policiers disposés à la plupart de nos carrefours,
déjà en tenue de combat avec leur bleu nu de CRS et autres. Là. Oui. De toute évidence, beaucoup ignorent ce pourquoi ils sont là, parce que n'ayant pas reçu la formation adéquate, n'étant pas dirigés par des chefs compétents et légitimes. Donc c'est toute une liquéfaction du système qui est réellement en cause. Et ça, ce n'est que pour ce que nous voyons en ville, au-delà de la ville. Est-ce que nous pouvons désormais prendre les routes de l'intérieur avec ce sentiment de sécurité, d'apaisement? Mais que non, malheureusement. Et là encore, il y a des opérations, il y a des stratégies d'intervention plus adéquates qui sont encore loin d'être mises en œuvre. Les militaires dont on parle, c'est à ce niveau qu'on pourrait les amener. C'est en les associant pour des opérations de battue, de bouclage de secteurs importants pour ratisser et débusquer des forêts, des zones non habitées, et les bandits qui ont pris repère et gîte. Et donc, de proche en proche, il y a une réorganisation des forces de sécurité et de défense qui s'impose en réalité à notre pays. Un redéploiement, pour vous résumer, mais entre-temps, le gouvernement Talon avait décidé, par exemple, de retirer les militaires du rôle de garde du corps, et ce qui n'a pas été de l'avis de tous, ou par exemple à l'Assemblée nationale, le gouvernement était obligé de ravaler sa vomissure. Est-ce qu'ils étaient dans la bonne ligne? Et quand ils prennent par exemple la décision de poursuivre les acteurs ou les acteurs et co-acteurs ou complices des vindictes populaires, est-ce que ce nombre de décisions ne sont pas facteurs d'insécurité en griffe? Non, pas vraiment. Disons que le gouvernement est dans son droit de chercher à réorganiser les forces. La question est de savoir s'il est pertinent ou si de retirer une centaine, et encore qu'il faille le démontrer. Moi, je n'ai pas les chiffres. Oui. Et la garde des personnalités est indifféremment composée de policiers, gendarmes, militaires et j'en passe. Donc, la question est de savoir si cet effectif-là est crucial pour le reste de la sécurité de la population. Et j'en doute quelque peu. Mais si c'était le cas, il faudrait qu'on démontre que, au moins, d'avoir mis le holà au garde du corps fantaisiste et a amené un changement. Et moi, j'en doute en réalité. Oui. Ce qu'on pouvait stigmatiser, c'est un peu le laxisme dans la mise à disposition de garde du corps des personnalités ou de personnes civiles. Et des personnes civiles sont en droit de demander une sécurité rapprochée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela se fait avec tout le discernement qu'il faut? Je crois que c'est sur ça qu'il fallait mettre le doigt. Une centaine de policiers en plus ou en moins à l'Assemblée, à mon avis, ça ne règle pas les problèmes d'effectifs qu'on a. On a recruté sous le président Yahi Boni ces dernières années des vagues de milliers de policiers. Mais c'est de l'insécurité qu'on a créée à travers ce type de recrutement, dans la mesure où l'École nationale de police qui est là, au vu et au su de tout le monde, ne peut pas accueillir 1 millier de personnes à former. Donc, il y a un pis-aller dans la formation de base même des policiers, de tant de gens recrutés et malheureusement jetés sur la population dans la rue. Donc, c'est des gens encore plus dangereux parce que pendant que nous attendons d'eux un minimum, ils en sont largement au-delà. Et donc, ils affaiblissent la défense, ils affaiblissent la politique de sécurité comme ça. Quand est-ce que ces gens-là ont le temps de s'entraîner? Quelle est leur évaluation? Quel est leur niveau? J'en viens aussi à cette question du démantèlement des postes. On peut n'avoir qu'un poste de sécurité tous les 100 km, mais c'est du rayon de sécurité. C'est de l'organisation d'un rayon donné de sécurité qu'on peut dire qu'on maîtrise un espace. Et il n'y a pas que le côté physique à maîtriser. Il y a l'information, il y a la circulation de l'information, il y a le renseignement qui est crucial en matière de sécurité et de défense. Et des moyens
ont souvent existé par le passé, de plus en plus détournés par la hiérarchie. Est-ce que ce n'est pas de ce côté aussi qu'il faut demander des comptes à certains qui sont tapis dans leur bureau climatisé avec tous les moyens de l'État et qui piochent encore plus à travers ces fonds déjà maigres alloués à la sécurité? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse un plaidoyer pour que les brigades de gendarmerie, les commissariats soient dotés de meilleurs moyens? Une brigade de gendarmerie au Bénin est au mieux dotée d'une centaine de milliers de francs par an et à peine 10 000 francs par mois de dotation budgétaire. Est-ce qu'un État peut et se permet de clochardiser à ce point ses forces de sécurité? Il y a eu plus que jamais, quand on compare le Bénin d'aujourd'hui à celui d'il y a une vingtaine d'années, il y a eu plus que jamais des moyens roulants. Et est-ce qu'ils sont au service de la population lorsqu'on a un besoin d'intervention prompte? J'en doute. Est-ce que toute cette panoplie d'équipements a servi à améliorer la sécurité? Donc on doit s'interroger, réévaluer ce qui a été fait jusque-là. Et je suis convaincu que même sans véhicule pick-up et sans gros moyens, on peut assurer une sécurité plus effective. Vous résumez tout ça à travers le post « Nécessité d'une autre pédagogie du gouvernement face à l'exaspérant sentiment d'insécurité ». C'est un test élaboré que vous avez posté sur votre page Facebook. Et dans ce test, par exemple, vous énumérez 3 questions pour chuter, donc pour conclure votre test. Oui, bon, j'essaye de m'interroger d'abord sur l'existence, sur ce qui est fait, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui a besoin d'être corrigé. Oui. J'essaie de m'interroger sur la qualité des hommes qui sont là. Et enfin, sur l'utilisation la plus optimale qui pourrait être faite des moyens dont nous disposons, si tant est que nous soyons en manque d'effectifs. Au début de la conférence nationale, au début du renouveau démocratique et au cours du mandat du président Soglo, le Bénin s'est attelé à rattraper de sérieux retards d'effectifs. Mais on est passé peut-être d'un excès à l'autre quand je le disais tantôt, recruter 1000 policiers par an, c'est bien beau, mais sans formation, ils deviennent dangereux. Et faire la formation militaire à des gens qu'on reverse aussitôt dans le civil sans un suivi adéquat, ça fait des gens encore plus dangereux qu'on met dans la nature. Donc le manque d'effectifs est réel, mais il ne faut pas avoir une vue extensive de la politique d'effectifs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu chercher à améliorer le quotidien du peu d'effectifs qu'on a en le motivant davantage, en le sécurisant dans l'idée que, au fond, ils ne donnent pas leur vie, ils ne s'engagent pas dans les opérations pour rien, mais qu'ils sont assurés du soutien de l'État, de ce que, invalides, ils seront pris en charge par l'État, de ce qu'ils ont une vraie sécurité sociale, une vraie sécurité professionnelle dans le métier. On n'a pas fait cela, on a préféré le populisme qui a consisté à recruter à tout va la parentèle, la clientèle, et à l'arrivée, la qualité manque au niveau des hommes. La moralité même devient douteuse au niveau de la plupart des policiers qu'on croise. Donc l'insécurité même commence déjà au contact du policier lui-même qui n'est pas rassurant. Combien de fois des citoyens béninois ne sont-ils pas refusés à aller témoigner de ce qu'ils ont vu et donc de porter des renseignements qui auraient pu aider à arrêter des braqueurs, des bandits donnés parce qu'ils n'ont pas confiance dans la police. Donc la police a pour défi de restaurer la confiance du citoyen en elle, d'en faire ses premiers collaborateurs. Parce que le ministre de l'Intérieur a raison. Nous devons autant être préventifs par des comportements adaptés. Nous devons aussi collaborer à aider les forces de sécurité par les renseignements qu'on leur communique, par les bonnes attitudes. Et nous ne pouvons pas continuer à loger des gens qui échappent à tout contrôle, à tout signalement. Nous ne pouvons pas nous réfugier simplement derrière la solidarité pour éviter d'attirer l'attention sur des faits déviants et manifestes, sur des enrichissements soudains, inexplicables. Donc il y a une tolérance de la société à
à l'insécurité qui finit par exploser dans ce que nous voyons. Merci. Et il y a une tolérance aussi à la morbidité que nous avons déplorée à travers la vindicte populaire. Donc le gouvernement est bien fondé à vouloir frapper fort parce que la justice n'est que du ressort de l'État dans un État de droit. D'accord. Merci, Monsieur Joël. Merci pour toutes ces interrogations et pour toutes ces explications sur la notion de sécurité. Mais vous avez aussi, tout au long de votre développement, vous avez déploré le recrutement qui est fait dans le secteur de la sécurité. Et par rapport à ça, le dernier Conseil des ministres qui annule purement et simplement des concours dits frauduleux, en tant qu'acteur social, quelle appréciation en fait vous, et ce sera la dernière question. J'applaudis des deux mains et des pieds parce que le sentiment d'injustice, de fraude était manifeste. Il a pu être étayé sur pièce et dans des situations précises, ce qui a fondé la décision du gouvernement qui a pris le temps de s'informer. Et il faut souhaiter qu'à l'avenir, le gouvernement s'informe et ait des décisions aussi informées. Elles ne pourront qu'être salutaires. Monsieur Joël Ataï-Guédébé, merci. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité. Nécessité d'une autre pédagogie du gouvernement face à l'exaspérant sentiment d'insécurité. Voilà ce qui a été en substance le thème de ce numéro de l'invité sur Esaü TV, que je vous remercie d'avoir suivi et resté connecté www.esautv.com.